Un des faits marquants en ce début d'année 2025, c'est l'investissement de Bill Ackman via son fonds Pershing Square dans la société Uber. Le 7 février, il a écrit sur X qu'il avait commencé à constituer une position de plus de 30 millions d'actions Uber valorisées à plus de 2 milliards de dollars au moment où je tourne cette vidéo. Ça en fait donc la plus grosse position de son portefeuille et pour expliquer sa décision d'investissement, il dit qu'Uber est une des sociétés de grande qualité les mieux gérées du marché et qu'elle se paie aujourd'hui bien en dessous de sa valeur intrinsèque, chose relativement rare dans un contexte de marché fortement valorisé comme aujourd'hui, notamment pour les boîtes tech. Je ne suis pas le plus grand fan de l'approche de Bill Ackman, mais sur ce coup-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a de sérieux arguments de son côté. Déjà parce que en quelques années, Uber est passé de la startup qui a cramé le plus de cash de l'histoire, parce que non profitable, à une boîte saine qui génère aujourd'hui des free cash flow solides et en croissance. Et ça, c'est en partie dû au très bon travail du CEO en poste depuis 2017. Alors, je vais écorcher son nom, désolé à lui. Dara Khosrowshahi, qui est arrivé dans un contexte compliqué avec un cofondateur et un CEO qui étaient en train de se faire mettre à la porte après des années de scandales en interne. Et justement, le point le plus intéressant peut-être, c'est que c'est une société qui a toujours plus ou moins été boudée par les marchés, historiquement à cause d'une gestion un peu douteuse, avec de longues années de non-profitabilité, mais plus récemment par rapport aux inquiétudes sur le futur de l'entreprise suite à l'arrivée notamment des véhicules autonomes. J'en veux pour preuve les nombreuses réponses sous le post X de Bill Ackman disant qu'il avait fait une erreur avec cet investissement et que la valeur long terme d'Uber était de zéro dans un monde où l'immense majorité des trajets se feraient via véhicules autonomes, notamment via des robotaxis Tesla qui coûteraient une fraction du prix actuel par kilomètre. Et c'est justement ce qu'on va essayer d'éclaircir. Pour moi, il y a deux questions essentielles à se poser. La première, c'est la question du moat actuel d'Uber, sur quoi est basée leur position dominante aujourd'hui et à quel point leur moat est étendu. Et la deuxième question, c'est sur les conséquences de l'arrivée des véhicules autonomes sur leur business. Quel rôle ils vont pouvoir jouer? Est-ce qu'ils vont renforcer leur position dominante ou au contraire, est-ce que leur modèle va voler en éclats? On va essayer de rentrer un peu plus dans les détails sur certains aspects, donc ça va être un format un peu plus long que d'habitude et je vais découper ça en deux vidéos. Aujourd'hui, on va analyser le moat, on va poser les bases de notre réflexion et dans quelques jours, je posterai la deuxième partie sur le futur d'Uber avec l'arrivée des véhicules autonomes et vous allez voir que c'est un sujet très intéressant. J'en profite pour vous dire que ce genre de vidéo plus travaillée, ça me prend plus de temps. Donc, si ça vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Ça me permet de voir si ça vous plaît et ça met la chaîne en avant. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à challenger tout ce que je peux dire dans cette vidéo, à faire vos propres recherches avant de prendre toute décision d'investissement. C'est super important. Inutile de prendre du temps pour présenter Uber, ça je pense que c'est ok. Le seul truc sur lequel j'aimerais revenir avant de commencer, c'est leur modèle et comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent exactement. Uber, ils ont un modèle de plateforme. Leur job concrètement, c'est un job d'agrégateur d'offres et de demandes et de fixation du prix de la course au plus juste, à la fois pour le client et pour le chauffeur ou le coursier. Uber, ils se rémunèrent via une commission qu'ils prennent sur chaque commande. Leur plateforme a 3 dimensions aujourd'hui. La première, c'est la mobilité où ils connectent les chauffeurs avec des personnes qui veulent aller d'un point A à un point B. Et ça représente plus de 50% du revenu en 2024. Ensuite, il y a la partie Uber Eats, aussi appelée Delivery, où ils connectent des coursiers avec des restaurants ou des épiceries. Ça, c'est environ un tiers du revenu en 2024. Et la partie Fret, où ils connectent des transporteurs avec des entreprises clientes. Et ça, c'est environ 10% de leur revenu. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la partie mobilité de leur business parce que c'est leur cœur de métier, c'est ce qui leur apporte le plus d'argent à la fois en termes de revenus et surtout en termes de cash généré et parce que c'est le marché où ils ont une vraie position dominante avec 70% de part de marché en Amérique du Nord et c'est aussi celui qui a le plus de perspectives de croissance. Pour analyser le moat actuel, on va utiliser le modèle des 5 types de moat de Morningstar que beaucoup d'investisseurs commencent à connaître aujourd'hui. Et le premier moat, c'est les effets de réseau qui est, à mon avis, un des moats les plus intéressants à étudier. Les effets de réseau, concrètement, ça veut dire que à chaque nouvel utilisateur, la valeur du produit ou du service augmente. C'est un grand classique pour tous les business tech de type plateforme ou réseaux sociaux. Plus il y a de personnes inscrites sur l'appli Uber, plus il y a de chauffeurs qui peuvent gagner de l'argent sur la plateforme, moins il y aura d'attente quand on réserve une course et donc meilleur sera le service
Et donc si le service est meilleur, plus il y aura de clients en retour. Et donc nous, pour déterminer la largeur de leur moat, on peut commencer à s'intéresser aux 3 variables côté client, le nombre d'utilisateurs mensuels, l'engagement des utilisateurs et la monétisation. Concernant le nombre d'utilisateurs, ils ont un KPI qu'ils appellent MAPC, donc utilisateurs actifs mensuels de la plateforme. Et donc ce chiffre est en croissance de 14% par rapport à 2023. Et j'ai regardé depuis 2020, ça croît à un CAGR de 18%. Et donc là, il reporte 171 millions d'utilisateurs actifs à fin 2024. Il faut faire attention parce que les chiffres de cette slide, ils concernent la partie mobilité, mais aussi la partie Uber Eats. Mais vu la croissance du flux de revenus delivery en 2024, on peut considérer que la croissance du coup des utilisateurs de la partie mobilité est égale à la croissance des MAPC plus ou moins. D'après ce que j'ai lu aussi, Uber aurait 58 millions d'utilisateurs rien qu'aux US, qui est leur plus gros marché. Ils sont loin devant leur principal concurrent Lyft, et c'est 25 millions d'utilisateurs en Amérique du Nord. Il y a plusieurs éléments qui font dire qu'Uber a des possibilités de croissance encore très importantes dans les 5-10 années qui arrivent. Déjà parce qu'il y a un certain nombre de marchés encore sous-adressés dans lesquels ils prévoient d'accélérer leur développement. Et même dans les gros marchés qu'ils appellent matures, il y a de la place entre guillemets. Ils disent que s'ils avaient aux US, par exemple, le taux de pénétration qu'ils ont au UK, ils pourraient aller chercher 13 milliards de dollars de gross booking supplémentaires chaque année. Et si on applique leur 30% de taux de commission en moyenne, ça fait un peu moins de 4 milliards de dollars de revenus par an. Donc c'est vraiment pas négligeable. Alors attention quand même de ne pas prendre cette accélération du développement d'Uber dans tous ces pays comme acquis, parce que l'expansion à l'international, c'est vraiment pas si simple que ça. En témoigne leur expérience en Chine ou en Asie du Sud-Est, où ils ont fini par abdiquer et prendre des parts dans le concurrent local, donc Grab en l'occurrence pour l'Asie du Sud-Est. Et même en Occident où leur modèle et leur image sont plus évidents, tout peut ne pas se passer exactement comme prévu dans certains pays à cause des lois sur les taxis dans certains pays par exemple ou certaines spécificités géographiques. Deuxièmement, l'engagement des utilisateurs, ici mesuré par le nombre de courses par mois par utilisateur en moyenne. C'est ce qu'on voit au milieu de la slide. À fin 2024, il reporte 6 courses par mois par utilisateur en moyenne et je trouve honnêtement ce chiffre très élevé. Je m'attendais à moins personnellement et ça c'est intéressant parce que ça prouve qu'ils ont une base d'utilisateurs de plus en plus engagés parce que ce chiffre est en augmentation année après année. C'est un signal positif en termes de qualité du service et de force de la marque. Le seul truc à la rigueur un peu moins positif qu'on pourrait noter, c'est que ce chiffre est en croissance certes, mais que la croissance ralentit sur les derniers trimestres. Et enfin, on peut s'intéresser à comment ils arrivent à monétiser tout ça. On l'a dit plus tôt, les revenus d'Uber, ce sont des commissions qu'ils prennent sur les commandes. Et on voit que leur taux de commission, ce qu'ils appellent le take rate, il a été de 30% en moyenne au 4e trimestre 2024. Je suis allé vérifier, début 2022, il était à seulement 20%, donc ils l'ont vraiment fait beaucoup augmenter depuis. Autrement dit, la part laissée aux chauffeurs est bien plus faible qu'avant en proportion. Et l'autre chose qu'on peut regarder, c'est l'évolution des grosses bookings du business mobilité, ce qui correspond au total des commandes de course. On voit que ces commandes ont une croissance à 2 chiffres en 2024, plus rapide donc que les KPI dont on vient de parler, ce qui laisse penser en effet que le segment mobilité croît plus vite que Uber Eats. On s'est intéressé à la partie demande de la plateforme. Maintenant, il faut qu'on parle des acteurs qui font vivre le modèle. J'ai nommé tous les chauffeurs et les coursiers indépendants qui gagnent de l'argent sur l'application Uber. Aujourd'hui, Uber, c'est plus de 7 millions de chauffeurs et coursiers à travers le monde. C'est gigantesque. Et si on devait les considérer comme des employés, Uber serait le plus grand employeur de la planète, loin devant Walmart, Amazon et l'armée chinoise réunie. Et ça veut dire qu'Uber, ce n'est pas une entreprise lambda, outre le fait que le service final, il permet à des centaines de millions de personnes de se déplacer, c'est aussi une entreprise où le produit permet de faire vivre des millions de personnes. Et ça veut dire que l'entreprise a une responsabilité particulière par rapport à ça. On sait qu'historiquement, Uber a toujours fait couler beaucoup d'encre, déjà parce qu'ils sont venus disrupter l'industrie des taxis, donc ça a créé un peu partout dans le monde de fortes réactions de mécontentement de la part des taxis, ça c'est logique, mais aussi au sein même de leur modèle avec tous les procès de chauffeurs, ex-chauffeurs en Amérique du Nord et en Europe notamment, qui ont mis en cause leur classification d'indépendants et ont demandé qu'on les considère comme des employés.
Et là où je veux en venir en parlant de ça, c'est que la relation entre Uber et les chauffeurs a toujours été compliquée. Pendant les 8 premières années de l'entreprise, le focus du management, il était vraiment sur l'adoption de la plateforme et l'expansion géographique, s'implanter dans de nouvelles villes, etc. Bon, c'est assez logique, vous allez me dire, mais du coup, on prenait vraiment les chauffeurs pour acquis, entre guillemets, c'était un peu la dernière roue du carrosse. Depuis l'arrivée de Dara en 2017, le traitement réservé aux chauffeurs et aux coursiers, ou plutôt la position du management vis-à-vis des chauffeurs et des coursiers, a commencé à changer. La position du CEO lui-même, c'est carrément de dire aujourd'hui que le futur d'Uber, c'est de construire la meilleure plateforme possible pour les earners, donc ceux qui gagnent leur vie sur la plateforme. Et l'idée derrière ça, c'est que pour rendre la plateforme véritablement durable, il faudra une base de chauffeurs et de coursiers engagés qui arrivent à gagner leur vie dignement via la plateforme, parce que ce sont eux qui sont en première ligne et ce sont les garants en partie de la qualité du service. Une des premières choses que Dara a mis en place quand il a pris le poste, c'est la possibilité pour les clients de laisser un pourboire aux chauffeurs. Ça paraît un peu bête, mais c'est un sujet qui avait longtemps été débattu et le management de l'époque avait toujours refusé de mettre ça en place. Aujourd'hui, là, les préoccupations sont plus du côté de la sécurité des chauffeurs suite aux multiples cas d'agression et du côté de la transparence sur les détails de la course qui leur est proposée, notamment sur la destination et aussi où partent les revenus. C'est exactement ce qu'on voit dans la news qu'ils ont publiée sur leur site, où ils dévoilent de nouvelles fonctionnalités dans l'application et de nouveaux process justement pour garantir sécurité, transparence, etc. Alors, ces annonces, elles sont cohérentes avec leur position aujourd'hui, mais il reste un sujet au centre des débats entre Uber et les chauffeurs. C'est le sujet brûlant des revenus des chauffeurs VTC. Et c'est logique parce que les chauffeurs, ils ont vu leurs bénéfices fondre. Premièrement, avec la forte inflation ces dernières années, notamment la hausse des prix du carburant. Et deuxièmement, avec le revenu par kilomètre qui n'augmente pas via Uber. Et dans le même temps, vous avez Uber qui améliore nettement sa profitabilité, qui améliore ses marges, avec le pourcentage de commission qui est passé de 20 à 30% en quelques années. Ça va beaucoup mieux, ils arrivent maintenant à dégager des free cash flow de plus en plus importants. Alors, je sais qu'on s'écarte un peu du MOAT, mais je pense que c'est un sujet qui vaut la peine d'être commenté parce qu'il est fondamentalement lié à leur modèle. En faisant mes recherches pour cette analyse, je suis tombé sur beaucoup de posts et d'articles de chauffeurs ou de personnes qui représentent / défendent les intérêts des chauffeurs qui accusent Uber de dissimuler le fait de baisser petit à petit des revenus qui reviennent aux chauffeurs. Le management d'Uber a répondu plusieurs fois en contestant ça et du coup il y a comme une bataille sur les chiffres qui sont reportés par l'entreprise au global sur la rémunération des chauffeurs. Et une des critiques, c'est justement il y a de l'ambiguïté dans les chiffres reportés, ça n'inclut pas telle et telle variable, etc. Il y a vraiment une accusation un peu de manipuler les chiffres pour les faire voir dans leur meilleur jour et que du coup le revenu moyen d'un chauffeur est faussé. Et j'avoue que j'ai pas trouvé ça extrêmement clair non plus par rapport à tout ce que j'ai lu. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, quelle est votre perception de la situation. Mais au-delà de ça, ce que ça m'évoque surtout, c'est que tout ça, c'est un équilibre un peu fragile. Ce qu'on cherche en tant qu'investisseur, c'est un business capable d'étendre ses marges, notamment sa marge brute, sans affecter ses ventes en volume. Ici, le revenu, c'est une commission sur une commande, mais on pourrait presque considérer le total de la commande comme le vrai, entre guillemets, revenu. Et dans ce cas-là, le pourcentage de commission, ça serait leur taux de marge brute. Et aujourd'hui, on voit qu'ils peuvent difficilement aller plus loin en termes de pourcentage de commission parce que ça signifie en laisser moins aux chauffeurs qui sont au centre de leur modèle et qui se plaignent déjà de ce qui leur reste à la fin de la journée après leurs dépenses. Alors je sais qu'il ne faut pas être dogmatique, mais je crois que très rares sont les exemples de sociétés qui ont réussi à avoir une croissance à 2 chiffres de leur free cash flow sur une longue période de temps sans augmenter leur niveau de marge brute. Là comme ça, je pense peut-être à Costco qui a vraiment un modèle unique par exemple, mais c'est à peu près tout. Et non seulement Uber ne peut pas vraiment augmenter son pourcentage de commission, mais la position du management incarné par Dara aujourd'hui, c'est de dire à moyen long terme, on souhaite faire revenir ce take rate autour des 20% ou moins pour laisser une plus grosse part du gâteau aux chauffeurs. Et c'est vrai que ça paraît un peu plus sain
comme modèle, mais à la question comment est-ce que vous allez faire pour continuer à faire croître votre cash sur une longue période, la réponse que j'ai l'impression d'entendre, c'est premièrement, c'est par une forte augmentation des commandes, vu qu'il leur reste encore pas mal de marchés à développer, il y a du volume à aller chercher, ça c'est vrai. Et deuxièmement, via l'amélioration de leur modèle de pricing, parce que c'est Uber qui fixe le prix des courses via leur algorithme de pricing dynamique. On en dira quelques mots dans la partie suivante, mais l'idée c'est que en fait c'est un jeu d'offres et de demandes qui varie en temps réel, et l'objectif pour eux, c'est de pricer la course au plus proche de ce que le client est prêt à payer pour maximiser ses bookings. Si on essaie maintenant de conclure rapidement sur le mode qu'ils ont avec les effets de réseau, je dirais que premièrement les effets de réseau sont forts globalement et ça continue de porter l'adoption d'Uber dans les villes, dans les marchés qui sont en train de développer. Pour moi, les doutes, ils se trouvent davantage du côté de la monétisation de cette grande base d'utilisateurs parce que c'est en lien direct avec la rémunération des chauffeurs et les limites de leur modèle. Pour toute société qui a des fondamentaux de grande qualité, un seul type de mode, ce n'est pas suffisant parce que c'est pas assez solide. L'idéal, c'est d'assembler plusieurs types d'avantages compétitifs pour créer une défense impénétrable. Et donc pour Uber, le second type de mode, ce sont les actifs incorporels. J'en ai relevé deux. Le premier, c'est la marque Uber et le second, c'est leur immense base de données. Avoir une marque forte, c'est la possibilité pour l'entreprise de charger des prix plus élevés. Le problème, c'est que construire une marque forte et surtout la conserver, c'est un processus long qui demande beaucoup d'efforts. Mais ça veut dire aussi que pour les entreprises qui sont parvenues à en créer et en maintenir une, elles ont un sérieux avantage. Alors, j'ai pas de compétences spéciales en marketing, mais pour essayer de mesurer rapidement la force d'une marque, j'essaie de me faire un avis sur trois choses. Premier, c'est la notoriété, à quel point les gens connaissent la marque. Le second, c'est l'image de marque auprès des clients. Et le troisième, c'est la fidélité ou la rétention des clients. Quelle est la proportion des clients qui restent fidèles à la marque, qui réutilisent ce service plutôt qu'un autre? Et donc, concernant la notoriété, on peut clairement dire que la marque bénéficie d'une très forte notoriété en Amérique du Nord et en Europe. Uber aujourd'hui, c'est la marque de référence sur leur marché. Quand on présente leur équivalent dans certaines régions du monde, comme par exemple Grab ou Didi, on parle du Uber d'Asie du Sud-Est ou du Uber chinois. Tout le monde comprend plus rapidement pour les décrire. Et ça vient du fait que ce sont eux qui ont disrupté le marché des taxis en imposant un nouveau modèle, celui de la gig economy, comme disent les anglo-saxons. En France, on utilise le terme d'ubérisation de l'économie, c'est plus stylé. Et parce qu'ils se sont rapidement imposés en tant que leader, en tout cas en Amérique du Nord et en Europe. Cette forte notoriété, elle a aussi été le fruit de dépenses en marketing significatives. Ces dernières années, Uber a consacré entre 10 et 15% de son revenu aux dépenses de marketing, soit 4,3 milliards de dollars en 2023 et en 2024. Et dans ces 4,3 milliards, on peut assumer sans trop de problèmes, je pense qu'il y a une partie significative qui correspond aux dépenses de campagne marketing. L'objectif étant de faire connaître la marque dans des marchés où ils ne sont pas encore connus, on peut penser par exemple à l'Inde, et de renforcer la visibilité de la marque et développer l'image de marque dans leurs principaux marchés. Concernant la notoriété de la marque, je pense qu'il n'y a pas trop de sujets. En termes d'image de marque, en revanche, là, je pense que c'est un peu plus partagé. Alors je dis ça parce que en effectuant mes recherches pour cette analyse, j'ai été surpris par le nombre de posts et de commentaires négatifs, notamment sur Reddit, que j'ai lus sur Uber. J'en ai repris quelques-uns sur la slide en guise d'exemple. En gros, les utilisateurs, ils dénoncent le manque de fiabilité de l'application, des prix trop chers, la détérioration de la qualité du service, un support client non performant et carrément limite de la haine par rapport à la marque et à l'application de la part de certains clients. Qu'il y ait des chauffeurs mécontents, ça je peux l'imaginer parce que c'est comme une relation employeur-employé assez conflictuelle. Mais côté client, je trouve ça plus surprenant, je sais pas vous. Alors je sais que je ne suis pas le plus grand utilisateur de l'application, mais il y a une période de ma vie où j'utilisais régulièrement la plateforme et j'ai pas souvenir d'avoir eu de mauvaises expériences. Je parle pas d'Uber Eats, attention, mais les seules fois où j'ai eu des problèmes, c'était quand je m'étais éloigné d'une grande ville, ça me proposait une course, mais le chauffeur ne l'acceptait pas ou finissait par annuler. Et l'information que ça peut nous donner éventuellement, c'est que l'expérience client, elle dépend de plusieurs variables et notamment de l'endroit où vous vous situez et de l'heure à laquelle vous voulez effectuer la course. Des fois, c'est logique.
Bien sûr qu'il peut y avoir de faux posts pour nuire à Uber, mais j'ai tendance à penser que ceux-là sont de vraies critiques qui mettent en lumière des choses qui ne vont pas dans l'application ou dans les pratiques de l'entreprise. Et en tant qu'investisseur, on peut garder ça dans le coin de notre tête et observer comment ça évolue avec le temps. Néanmoins, j'ai quand même tendance à penser que la majorité des utilisateurs récurrents sont satisfaits de la plateforme. Uber, ça reste la promesse d'un prix connu à l'avance pour le client et ça fait la différence. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des mauvaises expériences avec des taxis, notamment à l'étranger. Uber, ça permet normalement d'éviter ça. Et c'est aussi le truc un peu bête de pouvoir suivre l'arrivée de son chauffeur ou de sa commande directement sur la carte en temps réel avec le petit point qui bouge, avec le temps d'attente estimé. Et puis, c'est sécurisé, c'est fluide, c'est pratique, etc. Et ce qui me conforte dans cette idée, c'est qu'ils ont une base d'utilisateurs de plus en plus engagés. On l'a observé tout à l'heure avec l'augmentation du nombre de voyages mensuels par utilisateur. Je pense que ce chiffre, il est assez évocateur et il faut le garder en tête. Donc ça, c'est la fidélité des clients à la marque Uber, mais on peut aussi s'intéresser à la rétention des chauffeurs, parce qu'eux aussi, ils peuvent switcher de plateforme comme bon leur semble, un jour travailler via Uber et le suivant avec Lyft par exemple. Alors, encore une fois, sur le sujet, les infos sont un peu plus difficiles à trouver, mais je suis tombé sur un article de CNBC qui relaie un rapport qui date de 2017, un petit peu daté, il faut le noter, qui dit que la rétention des chauffeurs à 1 an est seulement de 4% chez Uber. Autrement dit, en 2017, sur 100 chauffeurs qui commençaient à travailler via la plateforme, il en restait seulement 4, toujours en train de gagner de l'argent via Uber 1 an après. Et ça, c'est très bas et à vrai dire, c'est plutôt cohérent avec le constat qu'on a fait un peu plus tôt sur le mécontentement des chauffeurs et le fait que le management en est fait une de ses priorités, en tout cas sur le papier aujourd'hui. Alors perso, la fidélité des chauffeurs à une seule plateforme, elle paraît beaucoup plus difficile à améliorer que côté client, parce que je pense qu'il y a beaucoup moins ce sentiment d'appartenance à une marque. La priorité des chauffeurs, c'est juste de gagner leur vie, donc j'ai pas de mal à imaginer qu'ils travaillent sur une autre plateforme qui leur offre plus d'argent et de meilleures conditions de travail, c'est assez logique. Alors, malgré ça, si on essaie de prendre en compte tous les éléments dont on vient de parler, on peut dire sans trop se mouiller que la marque Uber est une marque forte qui a le droit d'être qualifiée de moat. À long terme, ça devrait leur permettre d'ailleurs de charger des prix un peu plus élevés que leurs concurrents et par ce biais aller chercher plus de croissance. Le dernier élément dont j'aimerais parler aujourd'hui, il est peut-être pas évident quand on pense à Uber, mais il est ô combien important dans leur stratégie et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense qu'on peut lui donner l'étiquette de moat. Parce que derrière Uber, la plateforme, il y a Uber, l'immense base de données accumulée depuis plus de 15 ans. J'ai lu qu'il traitait plus de 2 milliards de transactions par trimestre. Ça représente une quantité gigantesque de données, pas besoin de nous faire un dessin, notamment sur la partie mobilité avec des données qui concernent les comportements des utilisateurs qui veulent aller d'un point A à un point B, le trafic selon le jour et l'heure, et ça pour toutes les villes où Uber est présent. Et derrière cette grande quantité de données dont ils disposent, c'est l'utilisation qu'ils en font qui nous intéresse, bien entendu. Comment est-ce qu'ils arrivent à en tirer un avantage concrètement? Pour comprendre ça, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Pour simplifier, on pourrait décomposer le job d'Uber en 2 actions qu'ils doivent réaliser quasi simultanément. La première, c'est quand un client commande une course, il faut le faire matcher avec un chauffeur, avec comme objectif de minimiser le temps d'attente pour les clients, ce qui en retour va permettre au chauffeur d'effectuer plus de courses sur une même durée. Et le deuxième job, c'est fixer un prix pour la course. La grande difficulté, c'est que tout change chaque seconde. Les chauffeurs se déplacent, le trafic change, et les clients peuvent bouger, le temps passe, etc., etc. Pour être capable d'effectuer ces 2 tâches en temps réel et à grande échelle, ils ont mis au point et entraîné des modèles de machine learning qui sont aujourd'hui extrêmement puissants et précis. Ils ont développé ce qu'ils appellent des algorithmes de batch matching, c'est-à-dire que le client rentre dans l'application le trajet qu'il souhaite effectuer et l'algorithme va être capable d'estimer le temps de trajet et de faire matcher le client avec le chauffeur qui va permettre de minimiser le temps d'attente global. La différence avec un matching simple, c'est l'image qu'on voit à gauche de la slide, c'est que le client va matcher avec le chauffeur le plus proche en temps de trajet, mais ça ne va pas forcément minimiser le temps d'attente total parce qu'il peut exister des combinaisons plus optimales et c'est exactement ça le process de batch matching. C'est ce qu'on voit avec l'image de droite sur la slide. L'autre algorithme hyper important chez Uber, c'est l'algorithme de pricing dynamique. Le pricing, c'est véritablement le nerf de la guerre pour Uber. C'est un exercice très complexe,
Ils doivent constamment proposer aux clients le prix le plus élevé qu'ils soient prêts à payer, mais s'ils proposent plus, beaucoup de clients vont refuser la course, ça veut dire moins de revenus. Et s'ils sont trop bas, ça veut aussi dire moins de revenus pour Uber et pour les chauffeurs. Alors on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais je pense que vous avez compris à quel point c'est fondamental d'avoir une très grande quantité de données à disposition pour développer les modèles les plus précis possibles. Et même si c'est difficile à quantifier, on peut facilement imaginer qu'un modèle légèrement plus performant que celui du concurrent puisse faire de grosses différences vu la volumétrie de transactions chez Uber. D'ailleurs, le top management de chez Uber met un focus très important depuis plusieurs années sur le développement et l'amélioration de ces modèles. Ils ont de grosses équipes d'ingénieurs en tout genre consacrées à 100% au sujet. Et je suis même tombé sur un article qui disait qu'ils avaient carrément une équipe d'économistes en interne pour bosser sur ce type de sujet. Cette base de données, elle a un dernier grand avantage pour Uber parce que collecter une grande quantité de données et les analyser, ça permet aussi de mieux connaître ses clients. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient en fait un noyau d'utilisateurs très engagés, presque des aficionados de la marque Uber comme ça peut exister chez Amazon par exemple, c'est là qu'ils ont décidé de lancer Uber One, un abonnement à $10 par mois qui permet d'avoir un certain pourcentage de réduction sur toutes les commandes de courses et Uber Eats. Et les membres ont également accès à des services spéciaux comme la livraison prioritaire sur Uber Eats ou l'accès aux meilleurs chauffeurs sur l'appli mobilité. Aujourd'hui, Uber One, c'est plus de 30 millions d'abonnés déjà. Le nombre de membres grandit très vite. Et si on fait nos petits calculs, à $10 par mois, ça fait environ 3,6 milliards de dollars de revenus à l'année. Et ça a l'avantage d'être un revenu récurrent, donc ça on aime bien, et de continuer à renforcer la rétention des clients, donc très intéressant. Pour terminer cette vidéo, il faut essayer de répondre à la question centrale qui pour moi est: est-ce que le moat d'Uber est si solide que ça ? Et même s'il y a des arguments des deux côtés, j'aurais plutôt tendance à dire oui. Premièrement parce que les effets de réseau, c'est un type de mode très intéressant, notamment parce qu'il est dynamique et qu'il a cet effet de renforcement à mesure que la base d'utilisateurs grandit. On retrouve cette idée-là aussi dans la quantité de données qu'ils sont capables de collecter, d'analyser et d'utiliser pour améliorer leurs propres algorithmes, ce qui leur permet en retour d'augmenter leurs revenus et d'être encore plus efficients opérationnellement. Et en parlant des opérations, il y a un aspect de leur activité qui est une limite, mais aussi une protection. C'est le fait que Uber a une mission beaucoup plus difficile opérationnellement qu'il n'y paraît. C'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux pendant cette analyse. Il y a des tas de variables qui rentrent en jeu. Ils doivent constamment adapter l'équilibre entre les clients, les chauffeurs et même les investisseurs, on pourrait dire. Le CEO le dit lui-même, tu ne viens pas chez Uber pour un job facile. Et même si leur image de marque en prend un coup parfois avec tous ces challenges, j'ai le sentiment qu'ils s'en sortent quand même plutôt pas mal. En tout cas, bien mieux que leurs concurrents principaux sur lesquels ils continuent à creuser l'écart en Europe et en Amérique du Nord. Bref, le modèle de Uber n'est pas parfait. On pense notamment aux limites de leur modèle avec le pourcentage de commission qui ne peuvent plus trop augmenter vis-à-vis des chauffeurs et qui vont être obligés limite de revoir à la baisse. Mais c'est un modèle qui les arrive à faire fonctionner. Et quand je vois les perspectives de croissance sur les différents marchés, je suis presque tenté de dire que leurs plus beaux jours sont encore devant eux, à moins qu'il y ait une ombre au tableau, celle de la démocratisation des véhicules autonomes dans l'industrie des taxis, qui pourrait rebattre absolument toutes les cartes. Et c'est justement le sujet de la prochaine vidéo, donc pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas la louper. Si les analyses de mode vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est super important. Vous pouvez également aller voir mon analyse du mode d'ASML en cliquant ici. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!